Tadjikistan, un pays montagneux d'Asie centrale situé aux frontières de l'Afghanistan, de la Chine, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan. Il faisait partie de l'URSS et obtint son indépendance en 1991. Après quelques années de conflit, le Tadjikistan commence à s'ouvrir au tourisme. Découvrons quelques-unes de ses facettes en nous rendant de la frontière kirghize, marquée par la rudesse de ses conditions de vie, à Dushanbe, sa capitale, où règne plutôt une douceur de vivre. À proximité de la frontière kirghize, s'étend la vallée de Rasht. Sa beauté sauvage et ses traditions rurales intactes feraient presque penser à une terre d'abondance avec ses habitants qui cultivent la terre et élèvent du bétail. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Cette vallée, marquée par des hivers rigoureux et un environnement naturel dégradé par la déforestation, fait l'objet de fréquents glissements de terrain. Ceux-ci ont un impact sur la qualité de l'eau, donc des conséquences sur la santé de la population et l'économie de la région. Aussi, depuis quelques années, des ONG mettent en place des solutions durables pour stabiliser les sols et avoir accès à l'eau potable. Cela faisait plusieurs années que l'eau de cette rivière emportait la terre d'environ 20 habitants et brisait les arbres autour. Par conséquent, l'année dernière, 2 personnes de Focus sont venues pour vérifier la digue que nous avions mise en place pour la stabilisation des berges. Cette année, avec l'aide du programme d'appui au développement des communautés montagnardes, nous avons renforcé cette digue, permettant ainsi d'éviter que ne se répètent de telles catastrophes. Surtout cette année, où le niveau des crues a été environ 60 cm plus haut que les années précédentes. Cela aurait été dramatique. Après la construction, à la fois cette parcelle de terrain a été sécurisée, mais aussi le pont qui mène à nos pâturages. Ainsi, les gens peuvent s'y rendre sans crainte. Sécuriser les berges, c'est une bonne initiative pour éviter l'érosion. Mais cela n'empêche pas les glissements de terrain. La largeur des vallées, ainsi que la couleur de l'eau, chargée de toute la terre qu'elle charrie, témoignent de la force des éléments dans ces montagnes. Ce village, coupé en deux par un énorme glissement de terrain, nous montre la fragilité de ces sols escarpés. Un travail de sensibilisation à la reforestation a donc été entrepris auprès des communautés pour stabiliser ces sols lors de la fonte des neiges et essayer de leur apporter d'autres revenus que l'élevage. Sur cette parcelle, nous avons eu de nombreuses coulées de boue et la terre a été abîmée. Moi et mes enfants, nous avons donc retiré les pierres qui s'étaient éboulées et nous avons planté des arbres fruitiers afin qu'à l'avenir, nous puissions gagner notre pain quotidien. Grâce à l'absence de mécanisation et pour maintenir les sols, des arbres fruitiers ont ainsi été plantés non seulement dans les pâturages, mais aussi au milieu des champs de blé. Ici, l'agriculture est dans une logique d'autosuffisance pour les familles et ces fruits leur permettront d'améliorer leur ordinaire. Les gestes de ces communautés montagnardes demeurent ancestraux et souvent ingénieux. Ils témoignent d'une douceur de vivre simple et sereine. Au pied des montagnes, malgré les ravages que peut provoquer l'eau, la vie s'organise autour de ce même élément vital. Ici, le réseau de distribution passe au bord de la route, un ruisseau. Je vis ici depuis 56-57 ans. Et ce ruisseau que vous voyez ici, tous les habitants l'utilisent. C'est notre réseau d'eau. Nous l'utilisons toujours pour boire, pour arroser les potagers. Notre bétail vient boire aussi ici. Voici l'eau que nous utilisons. On y puise donc son eau, on y lave ses fruits et légumes, on y fait aussi la vaisselle ou la lessive. Une précarité sanitaire due à l'isolement de ce village. Pourtant, les habitants s'organisent et, grâce au programme d'appui au développement des communautés montagnardes, ces forces vives vont se mettre en œuvre. Bientôt, des travaux pour acheminer une eau potable au village vont débuter. Mais dans ces communautés, tout doit se négocier lors de grands conseils où chacun est présent et s'exprime, même si la voix des femmes reste encore trop muette lors de ces réunions. Ce que cette représentante d'une ONG explique aux villageois, c'est que les travaux ne se feront qu'avec eux, grâce à leur force de travail. Ils ne seront aidés que lorsque le son de leur pioche résonnera dans la tranchée. Ce réseau de distribution
Ils en connaîtront ainsi d'autant plus la valeur qu'ils l'auront eux-mêmes réalisée. Les discussions sont souvent vives et animées. Puis, le chef de village se lève et, dans une brève prière, clôt les débats. Dans un village voisin, une tranchée longue de 8 km et profonde d'1,30 m a déjà été creusée à la pelle et à la pioche par les habitants. Bientôt, l'eau va enfin couler et chacun en connaîtra vraiment le prix. Nous faisons ce travail car la majorité des membres du village n'a pas accès directement à l'eau. L'eau n'est pas suffisante ici. Après leur travail, les gens rentrent chez eux et vont donc chercher de l'eau. Par exemple, les enfants, lorsqu'ils rentrent de l'école, au lieu de faire leurs devoirs, leur mère les envoie chercher de l'eau. Ce travail, nous le mettons en œuvre en coopération avec une ONG et nous tenons à leur exprimer notre gratitude. Car c'est un rêve de longue date de pouvoir, malgré cette distance de 8 km, apporter l'eau à notre communauté. Aujourd'hui, nous réalisons ce rêve et nous menons ce projet à bien. Dans le village, nous avons collecté 16 000 somonies environ, 1 900 €. Et certains foyers qui n'avaient pas d'argent nous ont alors donné autre chose, comme des brebis, des chèvres ou des vaches, pour apporter leur contribution à ce projet. Un robinet et de l'eau claire en abondance, pour nous c'est banal. Ici, c'est au prix d'un dur labeur. Une fois les travaux accomplis, c'est une véritable bénédiction pour toute la population. Une fierté pour le chef du village. Cela faisait 35 ans que nous vivions dans le village de Tourak en faisant face au défi de l'accès à l'eau potable. Je remercie les gens de l'ONG qui, avec le soutien de la communauté, ont creusé la tranchée, ont installé des tuyaux sur 8 km de distance et nous a ainsi apporté de l'eau potable. Ces points d'eau, installés dans notre village, ont eu énormément de conséquences positives. Bien sûr, apporter de l'eau est vital pour la santé. Mais cela doit aussi être accompagné d'autres mesures. Il faut d'abord mettre en place un système d'égouttage et de traitement des déchets, comme par exemple dans cette cour d'école. À la rentrée, les élèves découvriront ces nouveaux blocs sanitaires, des toilettes sèches, qui remplaceront le mur derrière lequel ils allaient se cacher. Ces mesures permettront aussi à la population de pouvoir consulter un médecin plus rapidement dans cette région où tout trajet est long, et plus souvent sur des pistes que sur des routes. Ainsi, progressivement, de petits centres médicaux se créent à proximité de ces communautés rurales. Notre centre médical était auparavant très loin de notre village. Pour y emmener nos enfants, c'était très difficile, car les moyens de transport n'étaient pas souvent disponibles. Maintenant, ce centre a résolu nos problèmes. Il dispose de tous les moyens et c'est très facile d'y emmener nos enfants se faire soigner ou nous faire soigner. Auparavant, lorsque nous n'avions pas accès à l'eau potable, cela avait un grand impact sur la mère et l'enfant. Et de nombreuses maladies se développaient. Mais maintenant, quand nous y avons accès, cela apporte de nombreuses améliorations avec des conséquences vraiment positives sur la santé. Effectivement, les conditions sanitaires s'améliorent. Et c'est déjà un beau challenge qui est en train d'être relevé. Mais le programme d'appui au développement des communautés montagnardes n'est pas prévu pour en rester là. C'est pourquoi, dans cette région, où les femmes ont très peu de place dans la société, elles sont encadrées pour développer de petites coopératives de production agricole et conseillées pour subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. La gestion de l'eau et l'eau potable est toujours présente au cœur de cette action. Ainsi, en nous rapprochant de la capitale Dushanbe et de sa forte demande de denrées, nous voyons surgir, presque au milieu de nulle part, de plus en plus de petites parcelles de cultures maraîchères bio.
Elles apportent ainsi des revenus aux femmes et aux familles qui les exploitent. Nous préparons nos semences sur place. Nous n'utilisons pas beaucoup d'engrais minéraux, mais nous utilisons principalement des engrais organiques, à savoir des bousses de vache et de la fiente de poule. Les engrais minéraux, nous les utilisons seulement si les feuilles jaunissent. Les graines nous appartiennent. Nous produisons nos semences pour les tomates, les légumes verts et pour tout. Je n'ai pas besoin d'acheter des semences. La gestion de l'eau est très bien organisée et elle est très bien distribuée. Nous arrosons 2 fois par semaine, nous utilisons efficacement l'eau. Si plus d'eau était disponible, bien sûr, nous aurions une meilleure récolte. Lorsque nous avons créé ce groupe, nous avons été confrontés à de nombreux défis pour avoir accès à l'eau. Après la création de notre groupe, la gestion de l'eau s'est améliorée. Nous distribuons l'eau en suivant un calendrier précis. Dans chaque groupe, 2 fois par semaine, l'eau est interdite et n'est utilisée que pour notre propre potager. Et la récolte est aussi bonne ainsi. Cette méthode de travail permet aux femmes de se regrouper et de bénéficier des conseils et de l'expérience de chacune. C'est une méthode qui porte ses fruits et leur permet de vendre de beaux produits sur les marchés de Douchambé. La présence d'eau potable facilite également la réussite d'autres projets pour alimenter les habitants de la capitale, comme cette petite production de lait dont on ne perd pas une goutte et que l'on destine principalement à la production de fromage. Avant, nous travaillions de façon indépendante et étions seuls face à beaucoup de défis. Maintenant, nous avons formé ce groupe. Nous sommes conseillés par la fondation Aga Khan, qui nous aide beaucoup. Ça fonctionne très bien et ça nous procure de bons revenus. Cette eau potable nous sert à nous nettoyer nos mains 2, 3, 4 fois par jour. Avant la traite, nous lavons aussi le pis des vaches pour les nettoyer avec de l'eau potable. Puis les récipients que nous utilisons pour le lait, les yaourts et la crème. C'est pour cela que nous avons besoin d'eau potable. Ces projets de développement durable donnent donc de beaux résultats et leur promettent ainsi un avenir plus radieux. C'est sur ces images de femmes heureuses de pouvoir enfin vivre de leur travail que nous quittons cette région rude et parfois inhospitalière, avec le sentiment d'avoir rencontré un esprit de solidarité et d'entraide qui traverse les générations. Après de longs kilomètres sur des routes chaotiques, direction la capitale. Nous en profitons pour admirer une dernière fois ces somptueux paysages et se rendre compte de la force des éléments qui les a sculptés. Aux abords de la capitale Douchambé, les ruines de la forteresse d'Issar, autrefois cité des rois, apparaissent. Ces vestiges sont en pleine rénovation et commencent à attirer les touristes. De siècle en siècle, cette ville a subi de nombreux changements. Au cours des différentes périodes de l'histoire, la ville d'Issar a connu bien des péripéties. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle faisait partie du royaume achéménide. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, elle faisait partie de l'empire d'Alexandre le Grand. Au 8e siècle, les Arabes ont conquis cet endroit. Au XIIIe siècle, Gengis Khan l'a conquis. Puis au XIVe siècle, Tamerlan a également conquis cet endroit. À partir de 1868, Issar est devenu une partie de l'Empire russe. En 1922, quand les bolcheviks sont arrivés ici, ils ont détruit totalement la ville. Ils ont démoli presque tous les bâtiments. Ils ont utilisé les briques des bâtiments détruits pour la construction de nouveaux bâtiments dans la ville de Douchambé. Par exemple, il y avait un caravansérail dans cette partie, et en 1950, il a été détruit, et ces briques ont été réutilisées pour la construction de l'opéra et de la salle de ballet de Douchambé. Cet opéra, c'est à Douchambé, la capitale actuelle depuis 1929, qu'on le trouve. Cité moderne, percée de larges avenues construites à l'époque soviétique, Douchambé rend cependant hommage à une histoire plus ancienne encore. Ce personnage emblématique, entouré de statues de lions, c'est Ismaël Samani, le fondateur de la nation. Autre figure chère au cœur des Tadjiks, le poète-écrivain Roudaki. Poésie, littérature et musique, c'est par le biais de ces artistes que nous découvrons la ville. Des artistes d'aujourd'hui,
inspirés par les racines lointaines de leur tradition et tournés vers l'avenir dans un profond désir de transmission. Ici, le musicien est à la fois fils, élève, père et professeur. J'ai appris à jouer du dutor par mon grand-père et mon père voulait que je suive ses pas et devienne un bon tornavoz, une personne qui joue du dutor. La plupart du temps, nous avons affaire au chashmakam, qui est un genre musical d'Asie centrale typique du Tadjikistan ou de l'Ouzbékistan. Il a été créé dans la ville de Bukhara. Chashmakam signifie les 6 modes dans la langue persane. Après avoir appris tous les tenants et les aboutissants de cette façon de jouer de la musique, j'ai étudié tous les auteurs et les poèmes classiques, et alors, j'ai pu commencer à écrire de la musique. Notre vie est la principale source d'inspiration pour écrire de la musique. Cette musique montre tous les hauts et les bas que nous traversons chaque jour. J'ai aussi appris à écrire de la musique en m'inspirant de ma vie et d'autres compositeurs. Devant l'immeuble, comme devant tous les immeubles du monde, les enfants jouent au football. Un maillot de Lionel Messi nous montre peut-être qu'ici aussi, les signes de la mondialisation sont bien présents. Dans Dushanbe, cette ville qui s'agrandit et se modernise rapidement, les maisons sans étage font place à des immeubles antisismiques bordant de grandes avenues. Des institutions, comme le Conservatoire de musique, se tournent vers la transmission d'une culture qui fera souvent voyager ces artistes vers l'Europe et le monde occidental. Lors de la période soviétique, la musique traditionnelle tadjike avait tendance à disparaître pour se fondre dans le moule de l'ex-URSS. En revanche, dans le Tadjikistan contemporain, comme dans la plupart des républiques d'Asie centrale, le domaine musical est de nouveau mis à l'honneur et participe amplement au processus de reconstruction d'une identité nationale. Je me suis rendue dans de nombreux pays d'Amérique, mais aussi en France. J'ai chanté à Paris à plusieurs reprises avec mon équipe. Lors d'un spectacle au théâtre de l'Odéon à Paris, nous pensions qu'il n'y aurait personne dans la salle. Mais en réalité, la salle était comble. Nous avons donc chanté ensemble nos chansons en tadjik. Nous avions l'impression que tout le monde comprenait notre langue. À la fin, ils nous ont remerciés par un tonnerre d'applaudissements et nous ont invités à revenir sur scène. Je suis très heureuse de cela. J'aime ma profession. J'aime jouer des instruments de musique et chanter. En vieillissant, je ne veux pas garder pour moi toutes les chansons que je connais. Je veux les partager avec mes élèves. Je veux qu'ils apprennent à chanter toutes mes chansons. Je veux qu'ils chantent mes chansons à l'avenir. Je souhaite à chacun d'eux un avenir prospère et radieux. Je souhaite qu'ils soient heureux. Autre lieu important pour la musique tadjike, le musée Gourmine. Les musiciens qui sont présents reçoivent volontiers les touristes en improvisant un concert dans le jardin
pour vous faire découvrir leur passion, les sons et mélodies si caractéristiques de la musique d'Asie centrale. Puis, il se transforme en conservateur, ethnologue, historien de tous les genres musicaux qui ont traversé la région et les époques pour vous guider dans le musée. Il y a ici environ une centaine d'instruments de musique, représentant surtout la tradition musicale du Pamir et du Badakhshan. Les instruments à cordes dominent la collection, comme le tar, le roubab pamiri, le tambour, le koumous, le setor, mais aussi bon nombre de tambours tels que des tablas, des dafs, des doïras. Cette collection a été rassemblée au XXe siècle par le célèbre acteur et musicien tadjik Gourmin Zavkibekov lors de ses voyages dans sa région natale du Badakhshan. On y trouve notamment le roubab pamiri, qui a, comme vous le voyez, la forme humaine. Il y a un mythe qui est lié à cet instrument. C'est au moment de la création, le corps humain était là, mais l'âme ne voulait pas rentrer dedans. Et l'archange Gabriel, s'étant inspiré du rythme d'un cheval qui court, a commencé à jouer de cet instrument, du roubab pamiri, un rythme qui est appelé rapo. Et l'âme, envoûtée par ce rythme, est finalement rentrée dans le corps et ainsi commença la race humaine. Il est utilisé assez souvent pour le genre tel que le maddo, qui est un genre soufi, un genre spirituel, totalement occulté, oublié, voire interdit à l'époque soviétique. Mais les gens, dans le privé, continuaient à le jouer. Et l'instrument a survécu, comme beaucoup de genres, qui nous inspirent aujourd'hui à conduire notre travail de documentation, de préservation et de transmission de culture musicale traditionnelle. Dans les montagnes du Pamir, il y a le plus grand événement de musique live, qui est le festival Roof of the World, le toit du monde, Bomi Jahon, comme on le dit en tadjik, qui attire les musiciens du pays, de la région, du Badakhshan, mais aussi des pays voisins, notamment la Chine, le Pakistan, l'Afghanistan, et l'Inde, voire la Turquie. Dans les rues de Dushanbe, la mode est également à la croisée des cultures. Si l'influence occidentale se remarque parfois, ce qui surprend, ce sont ces jeunes filles arborant des tenues très colorées. Une mode qui trouve son souffle dans les vêtements portés par des troupes de danse traditionnelles. Un signe qu'ici, les traditions sont encore très présentes et constituent de vrais repères pour la jeunesse. La première danse, c'est une danse de la province du Kathlon. C'est un événement entre jeunes filles. Le jeune marié n'est pas encore là. La jeune fille se prépare et s'habille pour le mariage, avant de voir le jeune marié. Ses amis viennent la voir pour l'aider à s'habiller, se chausser et se coiffer. On l'aide à faire ses tresses, on lui met de beaux vêtements et des bijoux offerts par sa mère, qui les portait le jour de son propre mariage. La seconde danse que je vous ai montrée est originaire du Badakhshan, ce qui veut dire « toit du monde ». C'est une danse traditionnelle folklorique. Ce sont des amis qui se rassemblent pour faire une sorte de compétition de danse. Un garçon arrive, cherche une fiancée. Il regarde autour de lui s'il y a une candidate. C'est un choix difficile pour lui. Le soir, autour de la fraîcheur des fontaines, la population se retrouve pour profiter de ce bel été, période où la diaspora revient au pays. Très attachés à leur culture traditionnelle, mais aussi aux valeurs familiales,
les Tadjiks vivent leur religion musulmane dans une quiétude ouverte et colorée. Une douceur de vivre qui semble trouver un équilibre serein entre Orient et Occident, nous incitant à y revenir.